Paris, 4 octobre 1289. Un enfant naît dans les appartements royaux du Louvre. Cet enfant, c'est Louis, futur roi de France, qui portera le surnom de Hutin, le querelleur. Mais ce surnom cache une réalité bien plus sombre que de simples disputes de cour. Louis X va devenir l'un des rois les plus impitoyables de l'histoire de France. Un monarque capable d'orchestrer l'assassinat de sa propre épouse et d'éliminer froidement tous ceux qui osaient se mettre en travers de son chemin. Cette histoire commence par un mensonge. Les chroniqueurs officiels nous présentent Louis X comme un roi faible, dominé par son oncle Charles de Valois. La vérité est tout autre. Derrière l'image du souverain influençable se cache un manipulateur de génie. Un homme qui va transformer les codes de la violence royale et inventer des méthodes d'élimination d'une sophistication terrifiante. Quand Philippe le Bel meurt le 29 novembre 1314, il lègue à son fils un royaume en apparence stable, mais miné par des tensions profondes. Louis X hérite d'une monarchie puissante, d'un trésor bien garni, et surtout d'un scandale qui va lui donner l'occasion de révéler sa vraie nature. Car l'affaire de la tour de Nesle, loin d'être un simple adultère qui a mal tourné, va devenir le laboratoire où Louis X va expérimenter ses techniques de terreur. Louis X grandit dans l'ombre de Philippe le Bel, un roi surnommé le roi de fer pour sa cruauté méthodique. Dès son plus jeune âge, Louis assiste aux séances de torture des Templiers, aux exécutions publiques, aux interrogatoires menés par les hommes de Guillaume de Nogaret. Ces spectacles de violence, loin de le choquer, l'éduquent. À 15 ans, il participe déjà aux conseils royaux, où l'on décide du sort des ennemis du royaume. Il observe son père manipuler les grandes familles, éliminer les gêneurs et surtout utiliser la peur comme instrument de gouvernement. Philippe le Bel ne se contente pas d'enseigner à son fils les rouages du pouvoir. Il lui apprend l'art de la cruauté calculée. En 1305, à la mort de sa mère Jeanne de Navarre, Louis hérite du royaume de Navarre. Il n'a que 16 ans, mais déjà il montre une maturité troublante dans l'exercice du pouvoir. Ses premiers actes en Navarre révèlent un jeune homme qui n'hésite pas à utiliser la violence pour s'imposer. Les chroniques navarraises mentionnent plusieurs exécutions sommaires ordonnées par le jeune roi pour rétablir l'ordre. En septembre 1305, Louis épouse Marguerite de Bourgogne. Ce mariage, arrangé par Philippe le Bel, doit sceller l'alliance avec la puissante maison de Bourgogne. Mais dès le début, cette union révèle la vraie personnalité de Louis. Il traite son épouse non comme une compagne, mais comme un pion politique qu'il peut sacrifier quand cela l'arrange. Marguerite, alors âgée de 15 ans, découvre rapidement le caractère violent de son époux. Louis la délaisse sexuellement, mais exige d'elle une soumission totale. Il la surveille constamment, place des espions parmi ses servantes et contrôle chacun de ses mouvements. Cette surveillance obsessionnelle n'est pas de la jalousie conjugale. C'est déjà la mise en pratique des méthodes qu'il appliquera plus tard à l'ensemble de son royaume. Parallèlement, ses frères Philippe et Charles épousent respectivement Jeanne et Blanche de Bourgogne. Ces 3 mariages créent un groupe de jeunes femmes, isolées dans une cour hostile, négligées par leurs époux et soumises à une pression constante. Louis observe attentivement le comportement de ses belles-sœurs, mémorisant leurs faiblesses et leurs frustrations. Il se constitue déjà un dossier sur chacune d'elles. Philippe le Bel enseigne à Louis les subtilités de la manipulation politique. Le jeune prince apprend à sourire à ses ennemis, à faire des promesses qu'il n'a pas l'intention de tenir, et surtout à frapper quand ses victimes s'y attendent le moins. Cette éducation machiavélique avant la lettre forme un jeune homme capable de dissimuler parfaitement ses véritables intentions. Louis excelle dans ses leçons. Il développe une capacité remarquable à analyser les faiblesses humaines et à les exploiter. Ses précepteurs, terrorisés par son intelligence froide, rapportent qu'il pose des questions dérangeantes sur les moyens d'éliminer des adversaires sans laisser de traces. À 18 ans, Louis maîtrise déjà l'art du chantage, de la corruption et de l'intimidation, l'explosion du scandale, la découverte de la tour de Nesle. 1313, Isabelle de France, sœur de Louis et reine d'Angleterre, entretient des relations compliquées avec son époux Édouard II. Ce roi anglais préfère la compagnie masculine, laissant Isabelle frustrée et en quête de pouvoir. Ses visites à la cour de France ne sont pas des courtoisies familiales, ce sont des missions d'espionnage.
Isabelle possède un réseau d'informateurs dans l'entourage de ses belles-sœurs. Ces espions, payés avec l'or anglais, surveillant les moindres faits et gestes de Marguerite, Jeanne et Blanche. Quand Isabelle découvre les aumônières offertes à ses belles-sœurs portées par les frères Daunet, elle ne fait pas une observation fortuite. Elle confirme des soupçons qu'elle nourrit depuis des mois. Les frères Gauthier et Philippe Daunet ne sont pas de simples courtisans. Ce sont des hommes ambitieux, conscients que séduire une princesse peut les élever socialement. Gauthier, l'aîné, sert officiellement Philippe de Poitiers. Philippe, le cadet, gravite dans l'entourage royal sans fonction précise. Leur beauté et leur charme en font des proies idéales pour des princesses délaissées par leurs époux. Les deux frères mènent une véritable campagne de séduction. Ils étudient les habitudes de leurs cibles, identifient leurs frustrations et leur offrent exactement ce qu'elles cherchent: de l'attention, de la tendresse et l'illusion de l'amour. Leur méthode est diablement efficace car elle répond à un vrai manque affectif. Marguerite de Bourgogne devient rapidement leur principale conquête. Négligée par Louis, elle trouve en Philippe Daunet l'amour que son mariage lui refuse. Blanche de Bourgogne, épouse du violent Charles de la Marche, succombe au charme de Gauthier. Seule Jeanne résiste, mais couvre les escapades de ses belles-sœurs par solidarité féminine. La tour de Nesle, acquise par Philippe le Bel en 1308, devient leur lieu de rendez-vous. Cette tour, située sur la rive gauche de la Seine, offre la discrétion nécessaire. Les princesses s'y rendent sous prétexte de promenade ou de dévotion, mais en réalité pour retrouver leurs amants. Ces rencontres durent depuis près de 3 ans quand Isabelle les découvre. Isabelle ne dénonce pas immédiatement ses belles-sœurs. Elle attend le moment le plus opportun, celui qui lui donnera le maximum d'influence politique. Ce moment arrive lors des fêtes de Pâques 1314, quand toute la cour est réunie. La dénonciation publique d'un adultère royal aura alors le retentissement maximum. Quand Isabelle révèle le scandale à Philippe le Bel, elle ne se contente pas de rapporter des faits. Elle présente un dossier complet avec des témoins, des preuves matérielles et une chronologie précise des événements. Cette préparation minutieuse transforme une simple accusation d'adultère en affaire d'État. Philippe le Bel comprend immédiatement les enjeux. L'adultère de ses belles-filles ne menace pas seulement la morale. Il remet en question la légitimité de ses petits-enfants et fragilise toute la dynastie. Sa réaction sera à la mesure de la menace, impitoyable. Dans la nuit du 30 avril 1314, Philippe le Bel déclenche une opération d'arrestation d'une précision militaire. Les 3 princesses sont arrêtées simultanément dans leurs appartements, sans préavis, par des gardes triés sur le volet. Cette synchronisation parfaite empêche toute communication entre elles et évite qu'elles puissent détruire des preuves compromettantes. Les frères Daunet sont capturés au même moment. Leur arrestation révèle l'existence d'un réseau de surveillance déjà en place depuis des mois. Philippe le Bel n'a pas découvert le scandale. Il l'a laissé se développer pour mieux contrôler ses ramifications. Cette méthode du piège tendu annonce déjà les techniques que perfectionnera Louis X. L'opération nocturne terrifie la cour. Personne n'imaginait que le roi surveillait ses propres belles-filles. Cette révélation crée un climat de paranoïa. Si le roi espionne sa famille, qui peut se sentir à l'abri? Cette peur calculée devient un instrument de pouvoir que Louis X saura exploiter. Les frères Daunet sont immédiatement conduits dans les geôles du Châtelet et soumis à la question. Mais contrairement aux tortures habituelles, celle-ci est menée selon une méthode scientifique. Les bourreaux royaux formés par les meilleurs spécialistes de l'époque appliquent une graduation savante de la douleur. Les aveux sont arrachés, selon un protocole précis. D'abord les faits généraux, oui, ils ont séduit les princesses. Puis les détails, date, lieu, circonstances. Enfin les complicités, qui les a aidés, qui était au courant, qui a fermé les yeux. Cette méthode transforme chaque aveu en nouvelle accusation contre d'autres personnes. Philippe Daunet craque le premier. Sous la torture, il avoue ses relations avec Marguerite et donne des détails intimes qui seront utilisés contre elle lors de son procès. Gauthier résiste plus longtemps, mais finit par avouer sa liaison avec Blanche. Ces aveux, obtenus sous la contrainte, deviennent la base juridique de la condamnation des princesses. Le procès des princesses se déroule devant le Parlement de Paris selon une procédure accélérée.
Les juges, choisis pour leur loyauté envers Philippe le Bel, ne cherchent pas la vérité, ils appliquent la volonté royale. Marguerite et Blanche sont déclarées coupables d'adultère et condamnées à l'emprisonnement perpétuel. Jeanne de Bourgogne bénéficie d'un traitement différent. Son époux Philippe de Poitiers et sa mère Mahaut d'Artois plaident énergiquement sa cause. Leurs interventions révèlent que même dans ce système judiciaire expéditif, les rapports de force politique continuent de jouer. Jeanne est finalement acquittée du chef d'adultère mais condamnée pour complicité. Le contraste entre les peines révèle la logique politique du châtiment. Marguerite, épouse de l'héritier du trône, doit être éliminée définitivement. Blanche, épouse du cadet, peut être emprisonnée. Jeanne, protégée par sa famille influente, s'en tire avec une peine symbolique. Cette graduation des châtiments selon l'utilité politique sera reprise par Louis X. Le 19 avril 1314, Pontoise devient le théâtre de l'une des exécutions les plus atroces de l'époque médiévale. Philippe le Bel ne se contente pas de faire mourir les amants de ses belles-filles. Il organise un spectacle de terreur destiné à marquer les esprits pour des générations. L'exécution commence à l'aube, quand la foule est la plus nombreuse. Les condamnés sont amenés sur une charrette, déjà brisée par les tortures subies, mais leur supplice ne fait que commencer. Le bourreau royal, expert en son art, va leur infliger une agonie de plusieurs heures selon un protocole précis. D'abord, ils sont roués. Attachés à une grande roue en bois, leurs membres sont brisés à coups de barres de fer. Chaque os est cassé méthodiquement, transformant leur corps en amas de chair brisée. Mais ils sont maintenus en vie pour subir la suite du supplice. Cette technique révèle une connaissance approfondie de l'anatomie humaine au service de la cruauté. Le supplice continue par l'écorchement. La peau des condamnés est arrachée par lambeaux, révélant la chair vive. Cette opération, menée avec des instruments chirurgicaux, prolonge l'agonie tout en maintenant les victimes conscientes. Les cris des suppliciés, audibles dans tout. Pontoise terrorise la population. L'émasculation vient ensuite. Les organes génitaux sont tranchés et jetés aux chiens, dans un symbolisme évident. Ceux qui ont souillé la couche royale perdent les instruments de leur péché. Cette mutilation, appliquée à des hommes encore vivants, provoque des évanouissements. Dans la foule, le plomb en fusion est ensuite versé sur les plaies ouvertes. Cette technique, empruntée aux bourreaux de l'Inquisition, provoque des brûlures internes tout en cautérisant les blessures pour maintenir les victimes en vie. L'odeur de chair brûlée se répand sur la place, ajoutant une dimension olfactive à l'horreur visuelle. Les corps sont ensuite traînés par des chevaux dans les rues de Pontoise. Cette promenade macabre permet à toute la population de voir le sort réservé aux ennemis du roi. Les pavés se teignent de sang, créant une image de terreur qui marquera la mémoire collective. Enfin, les condamnés sont décapités. Mais même dans la mort, leur châtiment continue. Leurs corps sont pendus par les aisselles au gibet de Montfaucon, le sinistre échafaud parisien. Cette exposition post-mortem, qui durera des mois, transforme leurs dépouilles en avertissement permanent. Cette exécution révèle la sophistication atteinte par la violence royale sous Philippe le Bel. Chaque étape du supplice a un sens symbolique et politique. Cette leçon d'efficacité cruelle ne sera pas perdue pour Louis X, qui en retiendra les méthodes tout en les perfectionnant. Le 29 novembre 1314, Philippe le Bel rend son dernier souffle. Louis X, âgé de 25 ans, accède au trône dans un contexte explosif. Le scandale de la tour de Nesle a ébranlé la monarchie, les finances royales sont tendues et la noblesse gronde contre l'autoritarisme du règne précédent. Mais contrairement à ce que croient ses contemporains, Louis X n'est pas le roi faible décrit par les chroniqueurs. Sa première décision le prouve. Il refuse catégoriquement de libérer Marguerite de Bourgogne. Cette décision, présentée comme de la rigidité morale, révèle en réalité une calculatrice implacable. Louis X comprend immédiatement que le scandale peut devenir un atout politique. En maintenant sa femme en prison, il se pose en gardien de la morale royale. En refusant de la voir, il cultive l'image du mari bafoué mais digne. Cette mise en scène cache un plan beaucoup plus sinistre. Louis X livre rapidement Enguerrand de Marigny, le puissant ministre de son père, à la vindicte de Charles de Valois et du parti nobiliaire. Accusé de corruption et de sorcellerie,
Marigny est pendu au gibet de Montfaucon le 30 avril 1315. Cette exécution, présentée comme une concession aux grands, révèle la méthode politique de Louis X. Marigny, qui contrôlait tous les pouvoirs financiers grâce à une ordonnance de janvier 1314, avait ses comptes en ordre et ne présentait aucune irrégularité. Louis X souhaitait initialement seulement le bannir à Chypre, mais Charles de Valois présenta une accusation de sorcellerie qui fut plus efficace. Louis X utilise cette exécution pour plusieurs objectifs: calmer l'opposition nobiliaire, récupérer le trésor royal géré par Marigny, et surtout démontrer qu'il n'hésite pas à sacrifier les plus puissants serviteurs de l'État. Cette leçon de realpolitik impressionne la cour et établit sa réputation de souverain impitoyable. Le 30 avril 1315, soit exactement le même jour que l'exécution de Marigny, Marguerite de Bourgogne meurt à Château-Gaillard dans des circonstances mystérieuses. Officiellement, elle succombe au froid et aux mauvaises conditions de détention, mais les chroniqueurs évoquent un possible étranglement. Cette coïncidence temporelle n'est pas fortuite. En faisant exécuter Marigny le même jour que la mort de son épouse, Louis X brouille les pistes et détourne l'attention. L'exécution publique du ministre masque l'assassinat discret de la reine. Cette technique de diversion révèle un esprit tactique remarquable. La chronologie des événements confirme la préméditation. 5 jours après la mort de Marguerite, Louis X épouse Clémence de Hongrie. Cette précipitation indécente ne peut s'expliquer que par une planification antérieure. Louis X a négocié son remariage avant même d'éliminer sa première épouse. Louis X hérite du réseau d'espionnage de son père mais l'adapte à ses propres besoins. Contrairement à Philippe le Bel qui surveillait surtout les ennemis extérieurs, Louis X concentre sa surveillance sur sa propre cour. Cette paranoïa organisée transforme le palais royal en prison dorée où chacun épie chacun. Le système comprend plusieurs niveaux. Des espions officiels, intégrés dans l'administration royale, surveillent les grands personnages. Des indicateurs infiltrés parmi les serviteurs rapportent les conversations privées. Des maîtresses placées stratégiquement recueillent les confidences intimes. Cette surveillance généralisée crée un climat de terreur silencieuse. Louis X innove en utilisant les confesseurs comme source d'information. Ces hommes d'église, liés par le secret de la confession, acceptent de transmettre au roi les péchés qu'ils entendent. Cette perversion du sacrement révèle une absence totale de scrupules religieux chez le roi très chrétien. Louis X perfectionne les techniques d'élimination héritées de son père. Contrairement aux exécutions spectaculaires comme celle des frères Daunet, il privilégie les morts naturelles qui ne laissent pas de traces. Cette évolution vers la discrétion révèle une sophistication croissante des méthodes criminelles royales. Les empoisonnements lents deviennent sa spécialité. Des substances toxiques, administrées sur plusieurs semaines, provoquent des symptômes ressemblant à des maladies naturelles. Cette technique permet d'éliminer des ennemis sans créer de martyrs ni de vendetta familiale. Les accidents arrangés constituent sa seconde méthode favorite. Des chutes de cheval lors de chasses royales, des noyades pendant des promenades, des effondrements de bâtiments au moment opportun. Ces coïncidences tragiques éliminent les gêneurs tout en préservant la réputation royale. Louis X comprend avant son époque l'importance de contrôler le récit. Il développe une véritable politique de communication, utilisant les prédicateurs pour diffuser sa version des événements et récompensant les chroniqueurs qui écrivent en sa faveur. Cette manipulation s'exerce à plusieurs niveaux. Léas, Sermon du dimanche, présente les événements selon l'optique royale. Les manuscrits officiels sont rédigés pour justifier les actions du roi. Les rumeurs favorables sont propagées par des agents déguisés en marchands ou en pèlerins. L'élimination de Marguerite devient ainsi, dans la version officielle, une mort naturelle provoquée par les remords et la pénitence. L'exécution de Marigny se transforme en juste châtiment d'un ministre corrompu. Cette réécriture de l'histoire révèle une modernité troublante dans l'art de la propagande. Louis X ne se contente pas d'éliminer les acteurs principaux du scandale. Il s'attaque méthodiquement à tous ceux qui pourraient témoigner de ces crimes. Cette purge silencieuse révèle une planification à long terme remarquable. Plusieurs courtisans proches des frères Daunet disparaissent mystérieusement.
Leurs morts, officiellement attribuées à des maladies ou des accidents, suivent un schéma trop régulier pour être fortuit. Louis X applique la technique de la terre brûlée. Tous ceux qui connaissent la vérité doivent disparaître. Les serviteurs de Marguerite subissent le même sort. Ses femmes de chambre, ses confesseurs, ses gardes, tous ceux qui auraient pu révéler les circonstances de sa mort sont éliminés progressivement. Cette méthode d'effacement des traces révèle une méticuleuse volonté de réécrire l'histoire. Louis X systématise la corruption comme instrument de gouvernement. Contrairement à son père qui achetait ponctuellement des complicités, Louis X met en place un système permanent de pots de vin et de chantage. Cette corruption organisée transforme l'État en machine criminelle. Les juges sont achetés pour rendre les verdicts souhaités. Les chroniqueurs reçoivent des pensions pour écrire l'histoire officielle. Les témoins gênants sont soit éliminés, soit corrompus. Cette généralisation de la vénalité détruit l'indépendance de toutes les institutions. L'Église elle-même n'échappe pas à cette corruption. Des évêques reçoivent des bénéfices en échange de sermons favorables au roi. Des abbés détournent les fonds de leur monastère pour financer les opérations secrètes royales. Cette perversion religieuse révèle l'étendue de la décomposition morale du règne. Louis X transforme la peur en système de gouvernement. Chaque exécution, chaque disparition, chaque disgrâce envoie un message clair. Personne n'est à l'abri de la colère royale. Cette terreur calculée paralyse toute opposition. La méthode est diablement efficace. Les grands seigneurs, terrorisés par le sort de Marigny, n'osent plus contester l'autorité royale. Les bourgeois, impressionnés par les exécutions, peinent leurs impôts sans rechigner. Les ecclésiastiques, effrayés par les mesures contre l'Église, prêchent l'obéissance au roi. Cette peur généralisée transforme la France en dictature avant la lettre. Louis X règne par la terreur plus efficacement que son père ne régnait par la force. Cette évolution marque une étape décisive dans l'absolutisme royal français. La chute du tyran. Une mort suspecte. Le 5 juin 1316, Louis X meurt subitement à Vincennes. Officiellement, il succombe après avoir bu de l'eau glacée suite à une partie de jeu de paume, partant chaud, développant une pneumonie fatale. Mais des rumeurs d'empoisonnement circulent immédiatement. Cette mort suspecte survient au moment où Louis X s'apprête à lancer une nouvelle purge contre ses ennemis. Plusieurs indices suggèrent qu'il a été victime de ses propres méthodes. L'empoisonnement, technique qu'il maîtrisait parfaitement, se retourne contre lui. Les suspects ne manquent pas. Charles de Valois, son oncle, commence à s'inquiéter de l'autoritarisme croissant de son neveu. Les survivants du parti de Marigny cherchent une vengeance. Même Clémence de Hongrie, sa seconde épouse, pourrait avoir découvert la vérité sur la mort de Marguerite. La mort de Louis X crée une crise de succession majeure. Clémence de Hongrie est enceinte, mais l'enfant à naître pourrait être une fille. Pour la première fois depuis 3 siècles, la succession masculine directe est menacée. Jean Trier le Posthume naît le 15 novembre 1316, mais meurt 4 jours plus tard dans des circonstances également suspectes. Cette mort rapide d'un nouveau-né en parfaite santé relance les soupçons d'empoisonnement. Philippe de Poitiers, frère de Louis X et régent du royaume, devient automatiquement roi sous le nom de Philippe V. La disparition simultanée du père et du fils établit Philippe V sur le trône, mais au prix de rumeurs persistantes sur sa culpabilité. Cette succession trouble révèle que les méthodes de Louis X ont contaminé toute la famille royale. Le crime politique devient la norme dans la dynastie capétienne. La mort de Louis X ne met pas fin à ces méthodes. Elle les institutionnalise. Philippe V et Charles IV, ses successeurs, continuent d'utiliser l'empoisonnement et l'assassinat politique. Cette banalisation de la violence criminelle empoisonne durablement la monarchie française. Les techniques perfectionnées par Louis X traversent les siècles. Louis X-I, surnommé l'universel Aragne, utilise les mêmes méthodes de surveillance et d'élimination. Richelieu et Mazarin reprennent ces techniques de manipulation. Cette continuité révèle l'efficacité terrifiante de ces innovations. L'extinction de la branche directe des Capétiens, conséquence directe du scandale de la tour de Nesle et des méthodes de Louis X, ouvre la succession aux Valois.
Cette transition dynastique, entachée de crimes et de suspicions, contribue aux tensions qui déboucheront sur la guerre de 100 ans. Les archives royales, malgré les destructions volontaires, conservent des traces des crimes de Louis X. Les comptes de la Chambre des comptes mentionnent des paiements suspects à des messagers spéciaux et des serviteurs particuliers dont les missions ne sont jamais précisées. Ces paiements correspondent systématiquement aux dates d'élimination d'ennemis du roi. Un versement de 100 livres à Pierre le Muet, le 25 avril 1315, 5 jours avant la mort de Marguerite. Une gratification à Jean sans nom, le 1er mai, lendemain de l'exécution de Marigny. Cette comptabilité du crime révèle l'organisation méthodique des assassinats. Les inventaires post-mortem des victimes révèlent d'autres indices. Marguerite possédait des bijoux d'une valeur considérable qui disparaissent entre sa mort et l'inventaire officiel. Ces vols organisés financent les opérations secrètes de Louis X. Les chroniqueurs contemporains, terrorisés par les méthodes royales, développent un langage codé pour évoquer les crimes de Louis X. Cette autocensure généralisée explique pourquoi l'image officielle du roi contraste si fortement avec la réalité de ses méthodes. Guillaume de Nangis, chroniqueur officiel, parle de « justice divine » quand il évoque des assassinats. Jean de Saint-Victor utilise l'expression « maladie soudaine » pour des empoisonnements. Geoffroy de Paris évoque la « volonté céleste » pour des éliminations politiques. Ce code révèle une peur généralisée des représailles royales. Certains chroniqueurs étrangers, moins exposés aux vengeances de Louis X, sont plus explicites. Les annales anglaises d'Édouard II mentionnent clairement l'assassinat de Marguerite. Les chroniques flamandes évoquent les empoisonnements massifs à la cour de France. Ces témoignages externes confirment l'ampleur des crimes royaux. Après la mort de Louis X, certains témoins osent enfin parler. Le testament de Charles de Valois, dicté sur son lit de mort en 1325, contient des révélations stupéfiantes. L'oncle de Louis X avoue sa complicité dans plusieurs assassinats et demande pardon pour les crimes commis au nom de la couronne. Les confessions de prêtres, retrouvées dans les archives épiscopales, révèlent l'étendue de la corruption religieuse. Des évêques avouent avoir fermé les yeux sur des empoisonnements en échange de bénéfices. Des abbés reconnaissent avoir fourni des poisons à la cour royale. Ces témoignages tardifs confirment la perversion généralisée du système. Les correspondances privées, échappées aux destructions, livrent d'autres secrets. Une lettre de Mahaut d'Artois à sa fille Jeanne de Bourgogne évoque clairement la peur que Louis X inspire à toute la cour. Ces documents révèlent l'atmosphère de terreur qui régnait au palais royal, l'analyse psychologique du monstre royal. Louis X présente tous les traits du psychopathe. Charme superficiel en public, cruauté calculée en privé, absence totale d'empathie pour ses victimes et capacité remarquable à justifier ses crimes. Cette personnalité explique son efficacité terrifiante dans l'art de la manipulation et du meurtre, sa capacité à maintenir une façade respectable tout en orchestrant des assassinats révèle une intelligence redoutable mise au service du mal. Cette dualité fascine et terrifie ses contemporains, qui ne comprennent pas comment un roi sacré peut incarner une telle noirceur. L'enfance de Louis X, baignée dans la violence légitimée de Philippe le Bel, forge cette personnalité déviante. L'éducation reçue normalise la cruauté et présente l'élimination des ennemis comme un devoir royal. Cette formation crée un monstre parfaitement adapté à son époque. Le règne de Louis X révèle une paranoïa croissante. Plus il élimine d'ennemis, plus il en voit partout. Cette spirale de la violence le conduit à des crimes de plus en plus irrationnels, culminant avec l'élimination de proches qui ne représentaient aucune menace réelle. Sa méfiance s'étend progressivement à tous ses entourages. D'abord dirigée contre les ennemis déclarés, elle finit par viser ses plus fidèles serviteurs. Cette évolution paranoïaque explique pourquoi même ses complices finissent par le trahir. Cette paranoïa finit par se retourner contre lui. En multipliant les ennemis par ses crimes, il crée les conditions de sa propre élimination. Sa mort suspecte résulte directement de la terreur qu'il inspirait à son entourage. Les méthodes de Louis X influencent durablement la psychologie du pouvoir royal français. L'idée qu'un roi doit être craint plutôt qu'aimé, qu'il peut tout se permettre au nom de la raison d'État, marque profondément ses successeurs.
Cette évolution psychologique contribue à la transformation de la monarchie française en système tyrannique. Les rois suivants, imprégnés de cette culture de la violence, perdent progressivement le contact avec leurs sujets et gouvernent par la peur. Cette dérive autoritaire annonce les révolutions futures. Un pouvoir fondé uniquement sur la terreur finit toujours par susciter une terreur plus grande encore. La Révolution française trouvera ses racines dans cette perversion du pouvoir royal initiée par Louis X. Les conséquences à long terme. Un poison dans les veines de la France. L'héritage de Louis X dépasse largement son règne bref. Ces méthodes transforment durablement l'État royal français qui évolue d'une monarchie féodale vers un système policier avant la lettre. Cette mutation institutionnelle marque un tournant décisif dans l'histoire politique européenne. La surveillance généralisée instaurée par Louis X devient permanente. Ses successeurs héritent d'un réseau d'espionnage qui ne cesse de croître. Cette bureaucratie de la terreur survit aux changements dynastiques et influence l'évolution de l'État français pendant des siècles. L'utilisation systématique de l'assassinat politique, normalisé sous Louis X, devient une pratique courante de la monarchie française. Cette banalisation de la violence d'État distingue la France de ses voisins européens et contribue à sa réputation de puissance tyrannique. La terreur instaurée par Louis X traumatise durablement la noblesse française. Les grandes familles, terrorisées par le sort de Marigny et des autres victimes royales, perdent leur combativité traditionnelle. Cette domestication de l'aristocratie annonce l'absolutisme classique. Parallèlement, cette terreur crée une nouvelle noblesse de cour, entièrement dépendante des faveurs royales. Ces nouveaux nobles, issus souvent de la bourgeoisie enrichie, remplacent l'ancienne aristocratie féodale. Cette mutation sociale transforme la structure de la société française. La peur des représailles royales pousse également la noblesse vers l'exil ou la révolte. Les guerres civiles qui ensanglantent la France au XIVe et XVe siècle trouvent leurs origines dans cette oppression systématique initiée par Louis X. Les méthodes de Louis X contaminent l'ensemble de la société française. La corruption généralisée, l'espionnage mutuel et la violence institutionnalisée créent un climat de défiance généralisée. Cette dégradation morale explique en partie la crise de la fin du Moyen Âge. L'Église, compromise par sa collaboration avec le pouvoir royal, perd une grande partie de sa crédibilité morale. Cette crise spirituelle contribue aux mouvements hérétiques et aux révoltes populaires qui secouent la France au siècle suivant. Le développement d'une culture de la délation et de la trahison empoisonne les relations sociales. Cette mentalité de la suspicion permanente survit aux changements politiques et marque durablement la psychologie collective française. Louis X anticipe de plusieurs siècles les techniques des dictatures modernes. Sa surveillance généralisée préfigure les États policiers contemporains. Ces méthodes de manipulation de l'opinion annoncent la propagande moderne. Ces techniques d'élimination discrète anticipent les assassinats politiques du XXe siècle. Cette modernité troublante révèle que les ressorts de la tyrannie sont intemporels. Les moyens techniques évoluent, mais les mécanismes psychologiques et politiques restent identiques. Louis X prouve qu'un despote médiéval peut être aussi efficace qu'un dictateur contemporain. L'étude de ces méthodes éclaire les mécanismes de la dérive autoritaire. Elle montre comment un pouvoir légitime peut rapidement dégénérer en système criminel. Cette leçon reste d'actualité pour comprendre les dérives contemporaines. Les techniques de Louis X traversent les siècles sans s'altérer. Louis X y reprend ses méthodes de surveillance et d'élimination. Richelieu perfectionne ses techniques de manipulation. Louis X, IV, systématise sa domestication de la noblesse. Cette continuité révèle la pérennité de ses innovations. Même la Révolution française, pourtant censée rompre avec l'Ancien Régime, reprend certaines de ses méthodes. La terreur jacobine utilise les mêmes techniques d'élimination massive. L'État policier napoléonien hérite directement de ses innovations en matière de surveillance. Cette permanence des méthodes autoritaires interroge sur la nature du pouvoir politique. Elle suggère que certaines dérives sont consubstantielles à l'exercice du pouvoir absolu, indépendamment des époques et des idéologies. L'histoire de Louis X n'est pas qu'un épisode médiéval. C'est un avertissement permanent sur les dérives possibles du pouvoir.
Elle montre comment un système politique peut rapidement basculer dans la criminalité d'État. Cette histoire enseigne l'importance des contre-pouvoirs et de la transparence démocratique. Elle révèle que la concentration excessive du pouvoir entre les mains d'un seul homme conduit inévitablement à la tyrannie. Elle rappelle également que les pires crimes politiques sont souvent commis par des dirigeants intelligents et cultivés, capables de justifier leurs actes par la raison d'État. Cette réalité reste d'actualité dans le monde contemporain. L'histoire de Louis X révèle une vérité dérangeante sur l'évolution du pouvoir royal au début du XIVe siècle. Loin d'être simplement un roi querelleur et impulsif, Louis X apparaît comme un précurseur des tyrans modernes, calculateur, impitoyable et parfaitement conscient de l'impact psychologique de ses méthodes. Son règne bref mais sanglant marque une rupture décisive dans l'histoire de la monarchie française. Il abandonne les codes chevaleresques traditionnels pour adopter des méthodes plus secrètes et plus cruelles. Cette transformation annonce l'absolutisme royal et ses dérives tyranniques. Le scandale de la tour de Nesle n'est pas seulement une affaire d'adultère qui tourne mal. C'est le révélateur d'une mutation profonde de la monarchie française, qui découvre les possibilités infinies de la violence d'État. Louis X transforme ce scandale en laboratoire de la terreur. L'élimination de Marguerite de Bourgogne, présentée comme une conséquence de l'adultère, révèle en réalité la mise en œuvre d'une nouvelle conception du pouvoir royal. Louis X invente les méthodes qui seront perfectionnées par ses successeurs: surveillance généralisée, élimination discrète, manipulation de l'opinion et justification morale des crimes politiques. Ces innovations font de lui le véritable inventeur de la terreur d'État à la française. Il établit les principes qui guideront la monarchie absolue. Le roi peut tout se permettre au nom de la raison d'État. La fin justifie les moyens, et la peur est le plus efficace des instruments de gouvernement. Cette évolution transforme radicalement la nature du pouvoir royal. De protecteur de ses sujets, le roi devient leur prédateur. De garant de la justice, il devient le principal criminel du royaume. Cette perversion du pouvoir marque durablement l'histoire française. L'héritage de Louis X ne se limite pas à ses innovations techniques. Il transforme la culture politique française en normalisant la violence d'État. Cette banalisation du crime politique empoisonne durablement les relations entre gouvernants et gouvernés. Les méthodes qu'il perfectionne traversent les siècles et les régimes. De Louis X à Richelieu, de Napoléon à Vichy. La tradition, autoritaire française, puise ses sources dans les innovations de Louis X. Cette continuité révèle la persistance inquiétante de ses méthodes. Son influence dépasse même les frontières françaises. Les monarchies européennes, impressionnées par l'efficacité de ces techniques, reprennent ces innovations. La diffusion de ces méthodes contribue à la transformation autoritaire de l'Europe médiévale. Louis X anticipe les méthodes des dictatures contemporaines avec une précision troublante. Sa compréhension intuitive des mécanismes de la terreur égale celle des tyrans du XXe siècle. Cette modernité révèle que les ressorts de l'oppression sont intemporels. L'étude de son règne éclaire les mécanismes de la dérive autoritaire. Elle montre comment un pouvoir légitime peut rapidement dégénérer en système criminel. Elle révèle l'importance des garde-fous démocratiques pour prévenir ces dérives. Elle enseigne également que les pires crimes politiques sont souvent commis par des dirigeants intelligents et cultivés. Louis X n'est pas un tyran primitif. C'est un manipulateur sophistiqué qui maîtrise parfaitement l'art de la justification morale. L'histoire de Louis X n'est pas qu'un épisode sombre du passé. C'est un avertissement permanent sur les dangers du pouvoir absolu. Elle rappelle que la vigilance démocratique est le prix de la liberté. Cette histoire montre que la concentration excessive du pouvoir conduit inévitablement à sa perversion. Elle révèle l'importance des contre-pouvoirs, de la transparence et du contrôle citoyen pour prévenir les dérives autoritaires. Elle enseigne enfin que la cruauté politique n'est jamais un accident. C'est toujours le résultat d'un choix délibéré. Louis X choisit consciemment de gouverner par la terreur. Cette responsabilité individuelle ne doit jamais être oubliée. Le règne de Louis X, le Hutin, reste donc dans l'histoire non pas comme celui d'un roi querelleur, mais comme celui du premier des rois assassins de France. Son véritable héritage, c'est cette transformation irréversible du pouvoir royal en machine à éliminer tous ceux qui osent le défier. Cette réalité,
longtemps occultée par l'historiographie officielle, mérite d'être connue et comprise pour éclairer les enjeux contemporains du pouvoir politique. L'histoire de Louis X nous rappelle que la barbarie peut se cacher derrière les fastes du pouvoir, que l'intelligence peut servir le mal et que la vigilance éternelle reste le prix de la liberté. Ces leçons, cruellement actuelles, font de ce roi médiéval un personnage étonnamment moderne dans sa capacité à incarner les pires dérives du pouvoir politique.